Confucius. Les entretiens. Traduction du chinois. Introduction et notes par Pierre Ryckmans alias Simon Leys. Cette édition a été établie à partir du volume Les Entretiens de Confucius, paru dans la collection Connaissances de l'Orient, qui contient également une préface d'Etiemble et de nombreuses notes qui ne figurent pas dans la présente édition. Introduction. À la mémoire de Zhang Guanzai. Celui qui sait une chose ne vaut pas celui qui l'aime. Celui qui aime une chose ne vaut pas celui qui en fait sa joie. Entretien de Confucius, chapitre 6, 20. Le grand savant japonais Yoshikawa Koshiro considérait les Entretiens de Confucius comme le plus beau livre du monde. J'ignore s'il mérite vraiment ce titre, ni même si la question de savoir quel est le plus beau livre du monde peut avoir une réponse. Mais il est certain que dans toute l'histoire, nul écrit n'a exercé plus durable influence sur une plus grande partie de l'humanité. Sans cette clé fondamentale, on ne saurait avoir accès à la civilisation chinoise. Et qui ignorerait cette civilisation ne pourrait jamais atteindre qu'une intelligence bien partielle de l'expérience humaine. Il n'est donc pas surprenant que ce texte soit si beau par ailleurs, ni qu'il ait déjà suscité tant de traductions. Ce dernier, toutefois, à quelques rares exceptions près, ont essentiellement fait œuvre de science et ne sont guère préoccupés des vertus littéraires de l'original. Aujourd'hui, traduire les entretiens du chinois au français ne pose plus vraiment de problème de chinois, mais seulement des problèmes de français. Depuis le temps que les meilleurs esprits ont scruté ce texte, son sens ne prête plus guère à discussion. Pour les passages qui demeurent douteux, toutes les interprétations possibles semblent avoir été déjà explorées, soupesées et inventoriées. Quant aux passages obscurs, heureusement peu nombreux, ils resteront sans doute à jamais insolubles. Quoi qu'il en soit, tant d'illustres devanciers ont déjà labouré ce champ en tous sens. Il serait naïf pour un dernier venu d'imaginer qu'il pourrait encore y faire des découvertes ou apporter des solutions originales. Une seule avenue restant donc à poursuivre, mais ce n'est pas la moindre. Essayez de restituer en français les rythmes, la concision monumentale, la saveur, la force, l'économie rugueuse et roublarde de l'original. Ce programme étant probablement irréalisable, et je crains que son seul énoncé n'assure ma condamnation. N'empêche, l'entreprise méritait d'être tentée. Les autorités établies, les églises, les institutions, systèmes, académies, doctrines, monuments, catéchismes, pontifes, encycliques, théologiens, dogmes, livres sacrés, édits, sermons, etc. peuvent être respectables ou haïssables, admirables ou redoutables. En tout cas,
quand ils ont durablement nourri une civilisation et éduqué des millions d'hommes pendant une vingtaine de siècles, ils ne sauraient être négligeables. C'est vrai, du confucianisme comme du christianisme. Mais l'un et l'autre entretiennent aussi des relations complexes, parfois même incertaines, malaisées et contradictoires avec leurs fondateurs respectifs qui doivent être perpétuellement redécouverts et libérés des allusions accumulées par les âges. Pour effectuer ce retour à la source, les entretiens jouent un rôle semblable à celui de l'Évangile, dans ce sens que c'est finalement le seul endroit où l'on puisse encore et toujours rencontrer la personne vivante du Maître. Le texte des entretiens a été compilé après la mort de Confucius. Et ce travail de compilation effectué par au moins 2 générations successives de disciples s'est poursuivi pendant quelques 3/4 de siècle, jusqu'aux environs de 400 avant Jésus-Christ. Cette compilation a d'abord circulé en 2 versions différentes qui ont finalement été refondues et amalgamées peu avant le début de notre ère sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Le texte comporte donc naturellement des lacunes, des redites, des interpellations, des fragments hétérogènes, des obscurités, des insertions d'éléments étrangers et anachroniques. Et pourtant, malgré tous les rapatassages et accidents de transmission, si l'on considère son âge vulnérable, il a conservé dans l'ensemble une verdeur, une vigueur et une cohérence étonnantes. La personnalité même de Confucius lui donne sa vie et son unité. PR. Note. Selon l'historiographie traditionnelle, Confucius serait né en 551 et mort en 479 avant notre ère. Ces dates n'emportent pas la conviction de la science moderne, mais cette dernière n'a rien de mieux à proposer. Les entretiens de Confucius, chapitre 1er.